Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour dans cette nouvelle édition des mercredis de l'espérance qui remplace les mercredis de l'espoir, puisque jusqu'ici c'était le nom qu'avait cette émission qui traçait une perspective pour l'avenir. Nous avons changé. Nous, je vais l'expliquer dans cette édition pourquoi ça a été changé. Hein. Alors, aujourd'hui, le sujet de l'émission, comprendre en profondeur les temps actuels. Et ceci à l'occasion de la sortie de l'ouvrage que je souhaite vous faire partager, donc, qui s'appelle donc La crise terminale du capitalisme, petit ouvrage dont nous allons parler en détail aujourd'hui, pour essayer de comprendre réellement en profondeur les temps actuels qui sont pas forcément si évidents à comprendre que cela pour nombre d'entre nous. Alors, avant je dirais de rentrer dans le vif du sujet, je dirais, comme à l'accoutumée, on ne change pas les bonnes habitudes des mercredis. Donc une citation du Tao Te Ching, de Lao Tzu, un extrait du numéro 77, et qui bien évidemment est tout à fait en rapport avec ce dont il va être question ce soir. Ceux qui essaient de contrôler, qui emploient la force pour protéger leur pouvoir, vont contre le sens du Tao. Ils prennent à ceux qui n'ont pas assez et donnent à ceux qui ont déjà bien trop. Le maître peut donner sans relâche, car sa richesse n'a pas de limite. Il agit sans attendre, réussit sans le revendiquer, et ne pense pas être meilleur que n'importe qui. Voilà, je dirais, ce qui motive aussi le changement du nom de cette série d'émissions, de Espoir en Espérance, parce que justement, c'est la richesse de donner est sans limite. C'est-à-dire, on agit sans attendre, on réussit sans revendiquer. On ne pense pas être meilleur que n'importe qui, on propose simplement autre chose, et puis voilà. Le sens, si ça se coule dans le sens de la vie et de l'histoire, eh bien ça se manifestera, ça donnera des effets positifs, ou ça n'en donnera pas si ce n'est pas pertinent, et puis c'est tout. On n'est pas dans le contrôle, justement. C'est sans doute là toute la différence, sans doute, justement, introduite par ce nouveau nom, hein, donc les mercredis de l'espérance désormais, parce que l'espoir en lui-même, la définition que je vais vous donner, qui vient du site jepense.org, vous aurez les sources sur la page dédiée à cette émission sur notre site. L'espoir, quelque part, il est dans l'action, mais dans l'action très volontariste. Et donc, c'est ce qui fait que, bon, au départ, quand on avait lancé ce nom, quand j'avais utilisé ce nom, c'était pas forcément une volonté comme ça, c'était un petit peu simple, parce que justement, il y avait un déficit d'espoir, il y avait beaucoup de gens qui se lamentaient, qui se plaignaient des conséquences et de la dérive de la société actuelle, et il manquait justement d'espérance et d'espoir, quelque part. Et donc c'est pour ça que j'avais mis ce mot en avant, sans réfléchir à sa signification et à la nuance importante qu'il y a avec l'espérance. Parce que la définition que donne jepense.org, c'est la suivante. L'espoir est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur, pour soi ou pour les autres.
il peut être considéré comme une émotion ou une passion. Une émotion, c'est-à-dire on n'est pas dans le sentiment, on est dans le ressenti, dans l'émotion, comme une passion, donc comme quelque chose justement de volontariste, c'est-à-dire qu'on va au-delà, quelque part, parce qu'on veut réussir absolument, on va au-delà de ce qui serait raisonnable, puisqu'on est mené par une passion. Alors que l'espérance est tout à fait différent. L'espérance, c'est juste une confiance pure et désintéressée en l'avenir. Et l'écho avec la citation du Tao Te Ching précédent. C'est parce que nous espérons que nous nous mettons en action et que nous pouvons retrouver le sens de la vie. C'est-à-dire qu'on se met en action, mais on ne se met pas en action dans n'importe quelle direction, dans celui de retrouver simplement le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est le sens du Tao, quelque part. Ainsi, je dirais, en étant dans ce sens de la vie, sans espérer, sans attendre de reconnaissance, de choses comme ça, l'espérance neutralise totalement la crainte de l'échec et immunise, je dirais, contre le volontarisme et l'excès de compétitivité et ce genre de choses. Donc voilà pourquoi ce qui motive profondément ce changement de nom. Donc je vous invite également à consulter sur le site du CDRS l'émission consacrée à l'acceptation, qui est une émission assez récente. C'est à cette occasion d'ailleurs que on en avait déjà discuté un petit peu en interne, et puis on a décidé de changer le nom, parce que ça, et partout sur le site nous avons changé le nom, bon, pas sur les anciennes émissions, elles sont ce qu'elles sont, on va pas renier le passé, le passé, ne faisons pas table rase, faisons avec le passé c'est le passé, et il était justifié à l'époque où il était, voilà, et on peut en rendre compte justement en disant, on le sait évoluer, et faire changer, oui, la différence peut paraître subtile, mais elle m'apparaît quand même tout à fait fondamentale et importante. Alors rentrons maintenant, je dirais, dans le vif du sujet, comprendre en profondeur les temps actuels, et donc de quoi s'agit-il, de quoi vais-je vous parler? Bon, évidemment, je le répète, c'est à l'occasion de la sortie de ce petit livre. Et nous allons y revenir. Mais pourquoi justement ce petit livre? Parce que actuellement, il y a beaucoup de confusion dans les esprits. Moi, c'est ce que je constate beaucoup de gens croient savoir, mais en définitive, il y a beaucoup de confusion, et cette confusion, elle vient de différentes raisons que nous allons examiner. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a la confusion généralisée, parce qu'il existe des explications pertinentes, notamment dans les médias alternatifs. On va trouver plein de gens tout à fait intéressants, des experts qui en connaissent bien plus que moi sur bien des sujets. Mais ces explications, pour pertinentes qu'elles soient, souvent elles sont partielles, c'est-à-dire elles vont bien connaître un champ, un domaine, mais on ne va pas réussir à faire ce qu'on dit les Anglais, ils parlent de big picture, c'est-à-dire le tableau d'ensemble. Et c'est en fait ça, comprendre en profondeur. Certes, il y a des explications pertinentes sur la géopolitique, sur la guerre, sur l'économie, etc., mais sur la déstructuration de la société et tous ces éléments-là. Mais il manque le lien et la synthèse, le besoin d'une somme, d'une synthèse complète qui relie tous ces éléments ensemble en une cause globale. Donc voilà ce à quoi je me suis attaché, et c'est la vocation de ce livre. C'est d'ailleurs ce que nous allons parcourir rapidement de ce livre qui s'appelle « La crise terminale du capitalisme ». Beaucoup de gens parlent du fait que le capitalisme est finissant et moribond, mais déjà, c'est pas si évident que ça pour tout le monde, quand même, loin de là. Mais pourquoi peut-on affirmer ça, qu'il est moribond, qu'il est dans sa phase terminale? C'est justement ce que j'ai essayé de démontrer. Alors la confusion des esprits, c'est la fruit de la conjonction de plusieurs choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit brouillé à cause, en premier lieu, de la propagande. Comment est-ce qu'on peut relier les événements de tous ces personnages, de Netanyahou, de Starmer, de Macron, de Zelensky, de Biden?
La propagande, parce que ils ont tous les médias avec eux, tous les principaux milliardaires multinationaux sont leur soutien. Donc, donc il y a un rouleau compresseur très important de ces gens-là, qui en plus ont très peu de concurrence. Hein. Et le peu de concurrence qu'ils ont, ils essayent en plus de l'éliminer, de la décrédibiliser, de l'écraser complètement. Donc forcément, cette propagande, elle a fini par infuser dans les esprits. Et donc, leur discours porte, malgré tout. Macron, qui a parlé hier pendant 3 heures, moi je ne l'écoute plus, hein, c'est quelqu'un qui peut dire blanc un jour et noir le lendemain, pour redire blanc ou gris le surlendemain. Donc ce personne n'a aucune importance. Mais c'est des communicants, c'est-à-dire leur expertise, c'est d'être des comédiens, c'est d'être des acteurs. D'ailleurs, Zelensky, c'est un ancien comédien. C'est pas du tout un hasard, hein. Comme Reagan était un ancien comédien. Ces gens-là, en fait, ce sont des comédiens. Ce ne sont pas des personnes sérieuses. On voit bien dans leur politique, au fond, qui est une politique complètement de gribouille. Et puis, donc ça, c'est un premier élément. Mais deuxième élément qui alimente cette confusion des esprits, c'est la complexité de la situation. La situation, elle n'est pas si simple. Parce que quel est le rapport, justement, avec l'arrivée de gens comme Trump ou de personnages comme Elon Musk? On peut dire, tous les deux, avec Biden et Trump, ils font partie de la bourgeoisie. Donc, normalement, pourquoi est-ce qu'ils seraient à couteau tiré comme ça? C'est-à-dire, il y a eu des divergences, si vous voulez. Hein. Il y a toujours eu des différents courants dans les dirigeants du système capitaliste. Il y a toujours. Mais là, on est à un niveau de cristallisation et de crispation et d'affrontement qui est quand même très élevé, hein, et qui est réconciliable quasiment. Hein. Donc ça, c'est très important. Et donc, il y a effectivement une situation qui n'est pas ordinaire. Et puis, il y a plein d'autres, dans la situation, il y a plein d'autres éléments. Il y a Xi Jinping, le président de la Chine communiste, de la Chine populaire, et d'un autre côté, qui est très allié avec Vladimir Poutine. Donc, la Russie, un des pays qui est sorti de l'Union soviétique, donc sorti du communisme, et pourtant, ils sont extrêmement alliés, ils sont quasiment comme les deux doigts de la main. Et Xi Jinping était l'invité d'honneur lors de du 9 mai dernier, lors de la présentation à Moscou du défilé militaire, avec des Chinois qui ont défilé, notamment. Mais également des gens qui sont stigmatisés par les uns par les autres, tant Maduro au Venezuela que Viktor Orban en Europe. Or, un qui promeut le socialisme, je dirais, mais qui est obligé de mettre de l'eau dans son vin. C'est intéressant aussi. Tout ça, vous allez le retrouver là-dedans. Et puis de l'autre côté, Orban qui lui vient de la droite et qui est plutôt nationaliste, vous voyez. Donc on se retrouve avec des... Et pourtant, tous les deux sont des ennemis jurés du système. Ils se font la guerre, ils les stigmatisent, ils ont empêché Orban de pouvoir justement aller assister au défilé militaire célébrant la victoire contre l'Allemagne nazie à Moscou. L'Union européenne l'en a empêché. Donc c'est quand même curieux, vous voyez. Comment se fait-il que ces deux blocs, ces deux mouvements politiques qui sont normalement ne devraient pas se retrouver, font l'unanimité des ennemis, de leurs ennemis, que sont ce bloc à droite, les Biden, Macron et compagnie. Et puis, il y a toute l'émergence également de pays moins présents, moins connus peut-être sur la scène internationale, le Burkina Faso, la Slovaquie, le Vietnam, notamment. Ces trois personnes étaient présents le 9 mai à Moscou, mais qui chacun joue leur carte. La France, par exemple, qui a complètement été chassée d'Afrique. Voilà des éléments tout à fait importants. Donc, une situation qui a une lecture beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à interpréter qu'il y a peut-être une cinquantaine d'années, notamment. Et
parce que justement, il y a une cinquantaine d'années, il y avait un certain nombre d'idéologies explicatives, mais qui ont été complètement discréditées, qui sont plus du tout pertinentes. Bon, le marxisme notamment, qui était quand même l'idéologie principale, bon, je dirais, après il y a le libéralisme qui n'a jamais été une théorie, je dirais surtout historique, tellement élaborée, mais même ce qui a été proposé, comme le choc de civilisation d'Huntington et tout ça est balayé et discrédité également aujourd'hui. Donc, il n'y a plus tellement d'idéologies explicatives qui parviennent à expliquer tous ces phénomènes. Mais c'est la proposition que je fais là aujourd'hui, hein, de répondre à ces questions. Donc, vaste sujet, mais je pense y être parvenu. Hein. Après, c'est une contribution, hein, mais je pense être sur la bonne direction. Parce que, justement, toute cette incompréhension, hein, cette confusion des esprits, forcément, elle est source d'illusions. Source on va rechercher notamment des boucs émissaires. Des boucs émissaires plus ou moins farfelus, d'ailleurs, hein, avec souvent des éléments de réalité, de vérité, mais après, qui vont peut-être être surinterprétés, on va en avoir un exemple tout à l'heure, ou sous-interprétés, ou complètement ignorés, etc. Bon. Sachant que dans les évolutions humaines, la recherche de boucs émissaires et l'évolution se fait souvent au travers, justement, de la désignation de boucs émissaires. On peut le déplorer ou pas, mais en tout cas, dans l'histoire, c'est la théorie girardienne de René Girard, justement, les grandes crises désignent des boucs émissaires, parce que c'est le plus facile, mais ce bouc émissaire, bien souvent, est le porteur de la solution, donc il va être exécuté, puis après, il va être sacralisé. Donc, peut-être que nous jouerons en partie ce rôle. Donc, des boucs émissaires plus ou moins farfelus, et puis, quelque part, des solutions magiques, hein, se dire, bon, bah, ça va s'arranger tout seul. Bon, moi, les choses qui s'arrangent toutes seules, c'est quand même assez rare. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Ou, un dictateur, un sauveur va venir nous sauver, puis tout va s'arranger, etc. Bon, c'est quand même, les solutions magiques, historiquement, c'est quand même assez rare, et généralement, ça finit assez mal. Donc, c'est pour ça que sortir de la confusion des esprits, proposer des explications rationnelles et complètes, c'est nécessaire. Parce que des explications pertinentes, il y en a, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont partielles. J'invite par exemple, j'ai fait 2 émissions d'ailleurs consacrées à Alexandre Douguine, donc un philosophe russe, donc notamment autour de son ouvrage sur la 4e théorie politique, donc qui fait écho complètement à la 4e voie que je promeus, hein, on est complètement dans cette optique-là, donc qui prône lui un eurasisme, bon, il voit midi à sa porte, mais également un monde multipolaire. Donc effectivement, il est tout à fait pertinent, au moins partiellement, sur ces éléments-là. Il y a besoin d'une 4e théorie politique, qu'il a du mal à dessiner, hein, globalement, mais il a réussi à en dessiner quand même en partie les contours au niveau justement international, au niveau des grands espaces, au niveau de l'émergence d'un monde multipolaire. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, là où il est beaucoup moins convaincant, je dirais, c'est sur les solutions internes qui, là, me semblent pas du tout appropriées. Je vous invite à regarder ces émissions que vous trouverez sur le site de AP6R. Donc voilà, il a donné une réponse, des explications pertinentes, notamment il parle du discrédit des idéologies, du fascisme, du libéralisme, du communisme, du socialo-communisme, ces idéologies sont discréditées, mais il constate, et ça c'est une réalité, que le libéralisme a gagné. Aujourd'hui, la seule idéologie qui surnage, qui demeure, c'est le libéralisme, malgré tout. Hein, malgré toutes les limites et toutes les incohérences qu'il porte en lui-même. Mais c'est d'ailleurs pour ça que ce livre s'intitule « La crise terminale du capitalisme libéral ». Par définition, je dirais. C'est pas... Alors, Douguine,
Voici donc une première personne qui dit des choses intéressantes, pertinentes, mais voilà, dans un champ limité. D'autres personnes dans un autre domaine, dans la géopolitique, Caroline Galacteros, par exemple, fait ses émissions Paix et Guerre, notamment, très pertinent souvent, mais qui va buter, je dirais, sur un lien avec plein d'autres éléments. C'est-à-dire, bon, c'est sa spécialité, c'est la géopolitique. Donc, évidemment, dans ce champ-là, elle est excellente et elle a de bons réflexes, de bonnes explications pertinentes. Mais souvent, elle dit, par exemple, Macron est irrationnel. Or, en fait, ce n'est pas forcément de l'irrationalité. C'est peut-être simplement parce qu'il défend des intérêts. Hein. Dans la même veine, on a Jacques Beau, hein, qui est un ancien militaire de haut rang au niveau de l'OTAN, qui, je crois, qui fait également des analyses géopolitiques, pardon, mais qui aussi bute sur cette notion d'irrationalité. Et là, je vous invite à aller voir également une vidéo donc de Georges Gastaut. Georges Gastaut, qui est un membre éminent du pôle de la Renaissance communiste française, PRCF. Hein. Ce que Jacques Beau oublie de dire, et effectivement, c'est que, en fait, c'est pas tellement qu'il oublie, mais c'est parce que, en fait, son analyse reste bourgeoise, je reprends les termes de Georges Gastaut, ce qui l'empêche, il n'est pas marxiste, qui l'empêche d'aller au bout justement des ressorts de classe qui animent les différents acteurs et qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils agissent dans ces directions-là. Mais même lui, Georges Gastaut, moi je vais vous dire, dans ce livre-là, même si je reprends et je suis complètement d'accord sur une partie de ce qu'il vient de dire là, même si je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire là, mais eux-mêmes ont des filtres et ont des limites en tant que marxistes, parce qu'ils sont un peu aussi restés bloqués au 19e siècle, et ils bypassent un petit peu tout le 20e siècle, l'échec, justement, ce que dit Dugin, l'échec du socialo-communisme, et donc du coup ils font plus évoluer tellement la théorie. Ils appliquent la théorie telle qu'elle est, mais ils ont du mal à faire évoluer. Et c'est justement un des objets de ce petit ouvrage, c'est justement de s'appuyer sur ces analyses pertinentes, d'aller jusqu'au bout, donc de ne pas sombrer en disant c'est irrationnel, hein, on ne comprend pas pourquoi ils font ça, comme le dit Caroline Galacteros ou Jacques Beau. Donc on dépasse ça, mais on dépasse également les limites, je dirais, des marxistes traditionnels, je dirais. Et puis, alors, on a un personnage un peu particulier que je mets là, qui est un analyste également, c'est Alain Soral. Alain Soral qui est un peu à la croisée. Il est déjà, lui, un petit peu à la croisée, justement, du communisme, de Dugin, de cette explication géopolitique. Il y a un peu un positionnement qui pourrait s'apparenter, d'ailleurs, il fait référence souvent aussi à Michel Kluska, il l'a bien connu, d'ailleurs, visiblement, il était un de ses amis, un de ses proches. Donc un des philosophes communistes sur lequel APCR s'appuie. Le problème, c'est que voilà, il a aussi des limites, c'est aussi partiel. Moi, j'ai lu son livre, qui a un peu la même vocation que celui-ci que je vous présente là, Comprendre l'époque. Donc, son livre s'intitule Comprendre l'époque. Et donc, ce qui marque globalement, moi, ce qui m'a marqué, donc, c'est que alors il y a des explications parfois intéressantes et judicieuses, hein, comme les limites de la logique formelle, des choses comme ça. Bon, globalement, moi je dirais rien de très nouveau, hein, malgré tout. Le but n'est pas d'être nouveau, hein, de toute façon. Hein. Le but n'est pas forcément d'innover. Hein. La question dans le niveau d'innovation n'est pas forcément. Voilà, ce qu'il faut, c'est réussir. Moi, je ne cherche pas d'innover, j'essaie justement d'assembler des éléments qui sont disparates et d'en faire quelque chose, faire un tout cohérent. Le problème, je dirais surtout avec Alain Soral, c'est un petit peu, c'est que tout au long du livre, comprendre l'époque, hein, ici là, on parle de comprendre en profondeur les temps actuels, c'est un peu la même chose, hein,
c'est tout au long des livres, c'est des illustrations systématiquement antisémites. Quelque part, ça relève quasiment de la psychose, quoi, de l'obsession. Et quelque part, de l'explication, ce que moi j'appelle l'explication universelle, c'est-à-dire souvent c'est Dieu, l'explication universelle, lui, il a une autre explication universelle, c'est de la faute des Juifs. Bon, d'ailleurs dans le livre j'en parle également, le sionisme a un rôle, et quel est le rôle du sionisme, c'est important, c'est très important, à quoi il s'articule avec le reste et tout. J'en parle dans le livre, dans l'appendum notamment, l'addendum, pardon. Mais lui, pour lui, c'est l'explication à toutes les trucs. Donc un peu le bouc émissaire dont je parlais tout à l'heure. Donc quelque part, il sombre également à des illusions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de réalité, mais de là à expliquer tout par une seule cause, comme ça, c'est illusoire. Enfin, c'est forcément une illusion, je dirais, quoi. C'est un petit peu, surtout une explication du bouc émissaire, je dirais. Je ne veux pas dire que c'est risible, mais ça ne tient pas la route, quoi. C'est un peu dommage, peut-être. Donc voilà pour les explications donc, pertinentes, mais chacune de ces explications est partielle, limitée. Donc nous avons besoin d'une somme, besoin d'une synthèse complète. Et cette synthèse complète, qui part justement de la barbarie actuelle, hein, la barbarie, bon, je vous renvoie à toutes les chroniques des barbaries, mais j'en cite quelques-unes là, le nihilisme et les conséquences de ce nihilisme, notamment des dirigeants, mais également diffusés dans la population, qui peuvent être potentiellement catastrophiques. La barbarie des médias chiens de garde et des réseaux sociaux, qui sont, maintenant, il n'y a plus qu'une seule voie. Heureusement qu'il y a des médias alternatifs, mais sinon, dans les médias principaux, il n'y a plus qu'une seule voie. Hein, qui n'est pas le cas. Vous reprenez la presse du début du XXe siècle, par exemple, il y a une diversité, et dans la suite, qui est complètement différente. Autre barbarie, le transhumanisme, la promotion. Pourquoi est-ce qu'on va vers le transhumanisme, notamment? D'où ça vient et quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre dans ce transhumanisme? Pourquoi est-ce qu'on va vers le totalitarisme, donc les privations totales des libertés, y compris dans la vie quotidienne, on le voit bien, et ça passe par l'autoritarisme. Toute ressemblance avec ce que fait Macron ou Van der Leyen n'est absolument pas fortuite, évidemment. Et puis, dernière émission, celle du 4 décembre, une des dernières, du 4 décembre 2024, accentuation de la plongée dans la barbarie. Donc, on est vraiment là, dans une trajectoire délétère. Voilà l'entrant. Et de tous ces éléments-là, j'en ai pris que quelques-uns, hein, c'est l'absence d'une synthèse qui rassemble le tout, la totalité de ces éléments dans un système, dans une explication cohérente de laquelle tout découle. Et bien voilà ce à quoi je me suis attaché en rédigeant ce livre. Et cela, non seulement est utile pour sortir des illusions, pour comprendre, montrer qualitativement, mais également pour dégager la voie vers ce qui est une espérance, justement, possible et réaliste, justement. Donc je vous invite maintenant à parcourir ensemble, il est déjà 21h38, on a commencé un petit peu en retard, quelques problèmes techniques. Donc à parcourir ensemble le livre « La crise terminale du capitalisme », qui fait une centaine de pages, hein, c'est même moins de 100 pages. Donc c'est très court. Hein. Alors, déjà, commençons par voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a 7 grands chapitres. Donc, je repars des contradictions classiques du système capitaliste. Je reprends celles notamment énoncées par Karl Marx, hein, en particulier. Deuxièmement, et voilà, en les réactualisant, mais très très rapidement, hein,
Et puis j'ajoute un certain nombre de contradictions contemporaines, justement, qui se sont fait jour, pas forcément dans le domaine économique, mais parce que les contradictions classiques sont essentiellement dans le domaine économique, mais des contradictions contemporaines qui se sont révélées depuis la fin du XIXe siècle. Et puis, le libéralisme, on le sait bien, le capitalisme, nous le savons tous, est particulièrement doué pour trouver des contournements, pour être flexible, pour être suffisamment souple, pour s'adapter à ces contradictions et à les contourner, justement, hein, essayer de faire avec, en définitive. Et puis je fais, à ce partir-là, 5e, 4e chapitre, un récapitulatif, justement, des contradictions et des contournements qui correspondent à ces différentes contradictions. Mais, et c'est là le chapitre 5, celui, je dirais, central, les autres sont nécessaires pour la démonstration, c'est de montrer en définitive que la conjonction de ces contradictions et des contournements qui ont été mis en place font que la crise est terminale, font que le système est engagé sur une trajectoire qui n'est pas durable. À chaque fois, la conclusion de tous les éléments, c'est que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer de cette façon-là. Ça peut que péricliter. Ça ne peut qu'amener des résultats de décadence, de dégénérescence. Voilà la démonstration, comment elle se construit. Alors après, il y a deux conclusions, je dirais. Donc les conclusions, je dirais, générales sur cette question, voilà, justement, de la crise terminale. Et puis d'autres conclusions, justement, où je vais évoquer des gens, notamment comme les marxistes, etc., qui ont d'autres explications, mais qui sont partielles, justement. Et puis dans l'addendum, je donne deux possibilités de trajectoire, justement, pour la barbarie, qui pourrait nous amener, comment pourrait se traduire cette crise terminale du capitalisme, dans selon deux trajectoires qui m'apparaissent potentiellement les plus probables. Alors, maintenant, si on peut regarder peut-être de façon plus précise ce qu'il y a dedans. Donc si je reprends, donc vous aurez un glossaire également, il y a un glossaire qui définit un certain nombre de termes qui sont employés. Voilà, donc ça permet de bien clarifier le propos. Et puis donc voilà, les contradictions, je dirais, classiques du système capitaliste. Donc, quelles sont-elles? Donc, petit a, crise de surproduction. Donc là, on est dans de la théorie qui nous vient de Marx, notamment, hein, sans équivoque. La question de la convergence des taux de profit. La tendance à la baisse des taux de profit. Après, la disjonction des espaces nationaux, donc le fait que le capitalisme se déployait, au moins à l'époque, surtout dans des espaces nationaux, hein, il y avait capitalistes français, anglais, etc., allemands, qui en partie justement les guerres impérialistes. Et puis, dernière contradiction, qui les résume toutes, c'était la contradiction entre la socialisation effective de la production, c'est-à-dire le fait que la production devient de plus en plus massive en impliquant la totalité de la société, et d'un autre côté que les moyens pour réaliser cette production, elle n'est pas socialisée, elle n'est pas collective, elle n'est pas à l'échelle de la nation, de la société, de la collectivité, de la commune, mais elle demeure privée à quelques-uns qui possèdent ces moyens de production. Donc il y a ce hiatus. Contradiction. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les contradictions classiques. À ces contradictions classiques, j'ai ajouté un certain nombre d'autres contradictions. La finitude à la fois des ressources, je vous renvoie à Jean Covici ou à comment s'appelle-t-elle, la jolie femme qui parle des ressources en matières premières qui s'épuisent, mais également des débouchés. Parce que les produits, non seulement il faut les produire, mais il faut aussi les vendre.
faut se dire, il faut avoir des débouchés. On voit que ça a plein d'implications, parce que ça ne sert à rien de les produire si vous ne pouvez pas les vendre. Donc, les finitudes des ressources et des débouchés, c'est très important. Autre élément important, le rythme accéléré des changements. C'est-à-dire que plus ça va, plus le rythme des changements s'accélère. Notamment, j'ai fait un récapitulatif là, des révolutions industrielles. La première a duré 130 ans, la deuxième 70, la troisième 40, la quatrième 25 et la cinquième est en cours. Et à chaque fois, ça va plus vite. Et avec des accélérations à l'intérieur qui font que c'est humainement de plus en plus difficile, en définitive, de suivre ce rythme accéléré. Bon, je vais accélérer aussi, moi, parce que sinon, je n'arriverai pas au bout. Donc, les comportements parasitaires, notamment des financiers, hein, qui sont à part du processus de production. Il y a également l'engendrement d'alternatives radicales. Bon, il y a eu les communismes, mais il y a eu les nationalismes, les mouvements de décolonisation, etc. On voit bien, et aujourd'hui, les alternatives radicales se manifestent, y compris à l'échelle de guerre entre pays. Hein. Et puis, dernière contradiction, c'est la fin sociale et humaine inassouvie par un matérialisme qui est... et des droits de l'homme qui sont de faux droits de l'homme, en réalité, et qui évacuent les dimensions humaines, qui les disqualifient totalement, comme la spiritualité ou la sentimentalité. Voilà donc pour les contradictions, donc vous voyez bien qui sont plus contemporaines et plus de nature pas forcément économique. Les contournements. Et les contournements, ben, il y en a 10 également, hein, c'est un hasard. Donc, premier contournement, l'impérialisme monopoliste et hégémonique, hein, donc avec les guerres impérialistes, avec l'hégémon des USA notamment. Une autre façon, c'est comme il y a une ressource, une fin de ressources et de débouchés, eh bien, on essaye d'étendre le maximum la sphère du marché. C'est bien pour ça qu'il y a toute cette volonté d'expansion et de dominer le monde et de gagner sur la Russie, d'aller toujours plus à l'est. C'est à ça que ça répond. C'est l'extension de la sphère du marché, absolument. C'est à cette fin que c'est nécessaire. Tant des ressources, le gaz, que des débouchés, vendre des voitures ou je ne sais quoi, des services. Donc, voilà une autre réponse usuelle, je dirais. Hein. Le colonialisme en était aussi également et le néocolonialisme découlent de ce contournement. Destruction de la raison. Là, je vous renvoie au livre pour plus d'explications. Socialisation rampante. On voit bien que malgré tout, le capitalisme a eu besoin de socialiser un certain nombre de choses pour éviter notamment des explosions sociales. Hein. Donc on voit bien les alternatives radicales, il y a une socialisation et la taille critique d'ailleurs des entreprises qui devient tellement grosse que tout de suite il devient nécessaire de les encadrer dans leurs activités, même pour les multinationales. Hein. Toutes les règles que sort l'Union européenne, ça relève aussi de ça. Autre contournement, bah, c'est les fascismes sous toutes leurs formes. On pense au fascisme historique, mais il y a les fascismes contemporains, c'est ceux qui m'intéressent beaucoup plus aujourd'hui, celle de Marine Tollandier, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts, ou de Sandrine Rousseau, par exemple, hein, des Antifa, et de ces gens-là, ce sont là les fascistes d'aujourd'hui. Le néolibéralisme, parce que jusqu'ici c'était le libéralisme, il y a eu l'invention du néolibéralisme et ses deux variantes, le technicisme, donc il y a un autre moyen de contourner justement la baisse tendancielle du taux de profit et la péréquation entre les différents secteurs industriels, etc. Les transgressions, très important, c'est avec l'émergence notamment d'un homme nouveau, mais qui aussi accélère le processus du nihilisme. L'endettement qui est gigantesque et qui est totalement intenable. Et puis, les nouveaux marchés où investir. Alors, avec le 2, là, il y a extension de la sphère du marché. Donc là, c'est plus une extension géographique, je dirais. Hein. Donc là, c'est vraiment
On a vu l'histoire de la guerre en Ukraine, etc., colonialisme. Nouveau marché à conquérir, c'est création ex nihilo de nouveaux marchés, de nouveaux besoins. Le transhumanisme, par exemple. On voit bien que c'est pas une extension de la sphère, enfin, c'est aussi une extension de la sphère du marché, si vous voulez, mais c'est très différent. C'est orthogonal, je dirais. Il y en a un, c'est dans l'espace, c'est dans le temps et dans l'espace, pour l'extension de la sphère du marché. Les nouveaux marchés, c'est on crée carrément des besoins qui n'existent pas. Hein. Si on vous vaccine et que vous êtes déficient, il va falloir continuer à vous vacciner, il va falloir vous abonner à vous vacciner, par exemple. Mais c'est valable pour les logiciels, etc. Vous voyez, hein, on vous abonne maintenant à vie. Voilà. On voit bien que c'est pas la même, c'est très différent de la sphère du marché. Et donc, dans la crise terminale, donc là, le récapitulatif, bah, je mets en face, je dirais, de chaque contradiction les contournements qui leur correspondent. Hein. Et puis dans la crise terminale, eh bien, je reprends les contournements un par un et je montre en quoi chaque contournement, en fait, est délétère. Par exemple, si je prends pour des transgressions, par exemple, eh bien, c'est il ne croyait pas en fait que les biens... bon, c'est peut-être pas un bon exemple, ça va être compliqué. J'essaie de trouver un exemple peut-être plus simple. Sur la dette, par exemple, la dette, on ne peut pas la faire courir éternellement. On a dit qu'on peut la faire rouler, mais il y a des limites à ça. Parce qu'à un moment donné, la dette, elle croît de façon exponentielle, et plus personne ne vous fait confiance, et plus personne ne vous prête de l'argent. Donc, même pour un État, la dette ne peut pas être infinie. Hein. Voilà. Donc, c'est une situation qui n'est pas durable. Hein. Donc, en conclusion, les conclusions, bah, les risques, justement, le risque qu'ils essayent encore d'autres contournements pour échapper à ces contradictions, c'est les guerres, hein, typiquement ce sont les guerres, hein, les guerres impérialistes, localisées. Et Israël, l'existence du sionisme en tant que tel, l'existence de l'État d'Israël, c'est vraiment, ça s'inscrit complètement dans cette optique-là, hein, parce que c'est un endroit du monde, ils n'ont jamais réussi à pénétrer, bah, notamment à cause des traditions religieuses et puis des structures politiques avec lesquelles ils ont pu s'accommoder, mais c'est vraiment un point pour aller dans une autre, étendre justement la sphère du marché. Et donc un certain nombre d'autres conclusions, bon voilà. J'en reste là pour ce parcours que je ne voudrais pas... voilà, après il faut lire le livre, il est relativement facile d'accès quand même, hein. Bon, c'est un peu théorique quand même, hein, puisqu'on essaye d'expliquer, de comprendre les choses, mais qui est quand même tout à fait abordable et relativement court. Donc il est en version numérique et en version papier, disponible sur Amazon notamment. Il y a une page dédiée sur le site, hein. Vous allez sur le site et vous trouverez tous les éléments pour pouvoir vous y référer. Alors, si je reviens là, bah, je dirais qu'en résumé, comprendre en profondeur les temps actuels, c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les esprits, avec le fruit de différents facteurs dont la propagande, et tout ça génère plein d'illusions et de fausses pistes quelque part. Et ces fausses pistes, c'est assez ennuyeux, hein, puisque si on suit une mauvaise piste, bien évidemment qu'on ne va pas résoudre les problèmes. Donc, il existe un certain nombre d'explications pertinentes auxquelles vous pouvez vous référer. Moi-même, je m'alimente à cela, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Justement, je m'appuie sur ces experts, mais ces experts sont spécialisés dans un domaine. Moi, je suis architecte, c'est même mon métier, hein, justement, de consulter différents experts de différents domaines et d'assembler tout ça pour faire un tout cohérent qui fonctionne et qui soit pertinent et qui explique un modèle du réel qui explique réellement la réalité. Et donc voilà
moi, le travail en définitive, ce travail-là, c'est exactement ce que j'ai fait toute ma vie, quelque part. Enfin, pas toute ma vie, mais une bonne partie de ma vie, en tout cas. Et du coup, ben, voilà, c'est pour ça que nous avons besoin d'une somme pour sortir de ces confusions et pour cette confusion des esprits et pour avoir des explications pertinentes, mais qui s'articulent ensemble dans une synthèse complète qui inclut l'explication des barbaries, de la barbarie actuelle, et qui dégage la voie pour demain, pour justement montrer que la quatrième voie, c'est justement, quand on n'a pas cette explication à base de voie, on n'arrive pas à comprendre. C'est une des limites des marxistes, justement. Ils n'arrivent pas à comprendre un certain nombre de choses. Ils restent bloqués sur les classes sans aller dans la décomposition des classes et des différents jeux qu'il y a entre les sous-classes. Et ça, c'est fondamental. Si on ne descend pas à ce niveau-là, et qu'on n'a pas en vision cette notion des différentes voies, justement, que ça implique, que ça a donné ces différentes déclinaisons de classe, bourgeoisie nationale, bourgeoisie comprador, etc., etc., des termes peut-être un peu barbares, mais qui sont tout à fait fondamentaux pour, justement, comprendre ces notions de voie, les manifestations politiques qui en sortent. Pourquoi est-ce qu'elles convergent en venant de la droite comme de la gauche? C'est pas du tout un hasard, ça montre bien que c'est dans le sens de l'histoire. Donc on se fond, et là on rejoint le Tao, hein, de ce que disait Lao Tzu. Il faut se fondre justement dans la voie, dans le sens de la vie. Et c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce petit livre, en fait, c'est une partie de l'œuvre sur laquelle je travaille, qui s'appelle « Accepter la négranthropie », c'est une partie tout à fait marginale, mais qui est essentielle, qui s'intègre à la partie barbarie d'ailleurs, donc qui va être publié également, je pense, cette année, d'ici la fin de l'année pour cette première partie. Donc c'est l'introduction justement à accepter la négranthropie, parce que le but, bien évidemment, c'est justement de tracer cette espérance, et pas de partir de ça, c'est qu'un point de départ, mais déjà bien analyser la situation, comprendre ce qui se passe, comprendre en profondeur les temps actuels, c'est nécessaire pour s'orienter et se dire, et comprendre quels sont les ressorts justement qui font avancer notre univers et notre monde, et aller vers des solutions. Donc c'est accepter la négranthropie, c'est l'œuvre globale, je dirais, dans laquelle s'insère cet ouvrage. Voilà, nous en avons désormais terminé avec cette présentation. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, et puis bonne lecture. 10 €. C'est 10 € en version papier, et 4 €, enfin un peu moins de 10 €, 9,97 € je crois, sur Amazon, en version papier, et en version électronique, e-book, c'est 4,90 €. Un bon investissement, je crois. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.